Heureux de vous retrouver sur Al24 News pour édition spéciale, votre rendez-vous quotidien consacré au décryptage de l'actualité internationale et des dossiers brûlants. Alors comme chaque jeudi, on va parler économie. Aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Le locataire de l'Élysée, accompagné par une délégation gouvernementale, s'est en effet rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Des visites qui, selon les observateurs, ont vite tourné au duel, voire au règlement de compte avec un autre pays très actif en ce moment sur le continent africain. Il s'agit bien entendu de la Russie. Alors Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots en parlant de Moscou en Afrique, l'actuel meilleur ennemi de l'Occident. Mais dans le même temps, le 8e président de la 5e République semble avoir compris qu'il n'était plus en territoire conquis en Afrique. Une situation qui pèse très lourd sur les intérêts des entreprises françaises et de leur plan de charge. Alors au-delà de l'aspect géostratégique lié aux questions de défense, quels ont été les enjeux économiques de cette tournée? Nous allons tenter un décryptage avec nos deux invités du jour, l'économiste Alexandre Kateb et l'enseignant en économie à l'université d'Aix-Marseille, Nazim Sini. Messieurs, bonsoir. 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 Mais avant de vous donner la parole, messieurs, nous allons revenir sur quelques déclarations d'Emmanuel Macron en marge de sa tournée africaine. Restez avec nous. Et je pense que nous sommes dans un moment de la relation bilatérale inédit où beaucoup de choses peuvent, au fond, s'inventer ou se réinventer. Et c'est pourquoi je nourris beaucoup d'espoir et d'ambition pour ce voyage, en considérant que le moment est le bon. Pour un dialogue étroit, respectueux et confiant, disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. La hausse du cours des matières premières, les difficultés d'approvisionnement dans un contexte d'inflation qui pour partie était due à une reprise non coordonnée mondiale mais qui a été largement aggravée par la guerre lancée par la Russie en Ukraine, n'épargne ni l'Afrique, ni le Proche et Moyen-Orient, ni l'Europe. Et alors même que nous sortons à peine de la crise liée au Covid-19, ce conflit met à l'épreuve directement nos économies, et en particulier la vôtre. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que, d'abord, il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Nous, plusieurs années. Ce qu'on est en train de faire, c'est un vrai modèle de partenariat réciproque, équilibré, où on donne la possibilité à la jeunesse béninoise, mais avec une volonté d'avoir un ancrage régional. Et cette vocation régionale ici, de votre projet pour nous, est clé, parce qu'on veut pouvoir vous aider à former ici tous les jeunes de la région, et on veut pouvoir attirer aussi tous nos partenaires européens. C'est de dire que c'est ici que ça se passe si vous choisissez de le faire ici. Ce que nous voulons faire, c'est bâtir ensemble, de manière très concrète, la rénovation de la présence française et de ce partenariat en appui, en soutien, formation, équipement, accompagnement, formation des forces spéciales, opérations planifiées. Vous venez donc d'écouter le président français Emmanuel Macron dans un méli-mélo de déclarations tenues en Afrique. Alors, quel a été le secret de cette visite? Monsieur Alexandre Kateb, vous avez la parole. Le secret de cette visite, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a deux thèmes majeurs qui sont abordés. Le premier thème, bien sûr, c'est l'actualité géopolitique avec la guerre en Ukraine et cette volonté du président Macron dans un contexte européen et atlantiste de répondre à la Russie et d'essayer de récupérer le terrain qu'il a, semble-t-il, perdu, que l'Europe et même les États-Unis ont perdu en Afrique, face à une puissance russe qui offre des alternatives et des solutions beaucoup plus intéressantes pour certains pays africains, notamment sur le plan sécuritaire.
On l'a vu en Centrafrique, hein, on l'a vu aussi plus récemment au Mali, sans entrer dans des prêchis-prêchas sur les droits de l'homme, Oui. comme sait bien le faire le président Macron. Donc il y a cette actualité brûlante et l'autre actualité qui est liée, bien sûr, c'est la recherche de sources d'énergie dans un contexte où le prix de l'énergie a explosé, évidemment en lien aussi avec le conflit, mais pas seulement. Et là, c'est notamment le sens de la visite en Guinée-Bissau sur les champs pétroliers offshore et les opportunités que ce pays pourrait présenter pour des entreprises comme Total. Oui. Très bien, et justement nous allons y venir dans un petit moment. Alors, Monsieur Sini, la présence en Afrique du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, au même moment qu'Emmanuel Macron, serait-elle fortuite selon vous, ou bien au contraire, serait-elle préméditée? En d'autres termes, est-ce que Moscou défie Paris en territoire, entre guillemets, autrefois conquis? Écoutez, cette visite du chef de la diplomatie et la preuve a été planifiée depuis plusieurs semaines. Oui. Donc, ce qui fait que ce n'est pas du tout, si vous voulez, prémédité. C'était pas du tout prémédité. C'était, on va dire, une visite qui était construite, qui était planifiée, qui était dans l'agenda de Sergueï Lavrov. Mais aussi, c'est une volonté pour la Russie de faire avancer ses pions et également de récupérer un peu le soutien des pays africains qui, pendant des années, ont été cantonnés au rôle de spectateurs et non pas d'acteurs. Et la Russie, au même titre que le bloc occidental, ont compris qu'en fait, si vous voulez, l'Afrique va être l'acteur et tout le continent et peut-être jouer le rôle d'arbitre dans ce conflit qui oppose aujourd'hui le bloc de l'Est au bloc de l'Ouest. Très bien, Monsieur Sini. Alors, Monsieur Kateb, beaucoup d'entreprises françaises, rentrant dans le vif du sujet, parce que c'est de cela qu'il s'agit, beaucoup d'entreprises françaises ayant une présence historique en Afrique ont dû ou choisi de plier bagages depuis quelques années. Dernière en date, le logisticien Bolloré qui a soldé ses actifs au profit du Suisse MSC, de l'italien MSC, pardon. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron puisse changer quoi que ce soit au nouvel ordre établi économique en Afrique? Non, je pense absolument pas qu'il puisse changer quoi que ce soit, parce qu'en effet, le monde a changé, hein, depuis, comme vous l'avez rappelé, depuis une vingtaine d'années, et on a une accélération de ces changements aujourd'hui, tant au niveau économique qu'au niveau géopolitique. Et les entreprises françaises qui finalement avaient pendant des années profité d'une présence quasiment monopolistique, hein, dans ces pays, hein, avec en capitalisant sur les liens historiques entre la France et ses anciennes colonies. Aujourd'hui, ces entreprises sont confrontées à des concurrents qui viennent non seulement d'autres pays européens, vous avez rappelé donc l'armateur suisse-italien MSC, mais il y a aussi des concurrents qui viennent de pays émergents, ou en tout cas qu'on n'avait pas vu venir auparavant. C'est le cas, par exemple, dans la logistique des Émirats avec Dubai World Ports. C'est le cas des Chinois avec Costco, des Singapouriens, et j'en passe. Et donc, tous ces opérateurs aujourd'hui présentent des offres beaucoup plus attractives, plus compétitives que la plupart des entreprises françaises qui sont présentes sur le continent. Donc, même si pour le moment, Monsieur Kateb, même si pour le moment, les investissements de ces opérateurs que vous venez de citer se concentrent beaucoup plus en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest. Oui, mais ils s'intéressent de plus en plus au potentiel de l'Afrique de l'Ouest, notamment au niveau portuaire. Le port de Cotonou au Bénin est un bon exemple justement de ces rivalités entre les anciennes puissances et les puissances émergentes, puisque ce port constitue un des points d'entrée principaux dans la sous-région. Et donc, les entreprises qui contrôlent ce port, quelque part, ont un accès privilégié à tout l'arrière-pays constitué des pays de la zone. Très bien.
Monsieur Signy, est-ce que la Russie peut-elle faire de l'ombre à la France en Afrique, économiquement parlant, bien entendu, en déployant des entreprises dans les secteurs stratégiques comme l'énergie? Et quels seraient ses arguments, le cas échéant? Vous faites très bien de le rappeler. Vous savez que les intérêts économiques français reculent d'année en année parce qu'elle fait face à une concurrence accrue d'abord de la Chine et puis aussi de la Turquie. On n'en parle pas beaucoup, Oui. mais aujourd'hui les entreprises turques sont extrêmement présentes en Afrique et de manière assez, j'allais dire, assez dynamique. Oui, effectivement, la Russie peut être Moi, j'allais dire assez furtive dans le même temps. oui, tout à fait, mais c'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, la plupart des analystes le disent clairement que dans les 20 ou les 30 prochaines années, on va dire que l'Afrique deviendra le centre névralgique de l'économie mondiale. Un peu ce qu'était l'Asie au début des années 2000, voire à la fin des années 90. Parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui en Afrique, on a comme une démographie qui est dynamique, une jeunesse qui est éduquée, qui est qualifiée. Vous avez aussi l'Afrique qui rattrape aussi son retard en matière d'infrastructure. Vous avez des pays comme les Kenya qui sont extrêmement bien avancés en termes de digitalisation, Oui. ce que ne sont pas certains pays dits occidentaux. Donc il y a vraiment un potentiel économique assez important. Et la Russie étant un acteur majeur de l'énergie, notamment dans l'exploitation, l'extraction et la production de gaz et de pétrole, qui sont des matières premières dont regorge le sous-sol africain. Par contre, parfois, l'Afrique manque de compétences techniques, notamment en matière d'ingénierie, et ça peut intéresser notamment les pays africains dans une forme de coopération, j'allais dire, équitable, win-win. Et aussi, j'allais même aller plus loin, puisque l'ingénierie russe, en matière de construction navale, d'aéronautique, qui sont des industries à forte valeur ajoutée technologique, peuvent intéresser l'Afrique, qui, elle, souhaite justement avoir un transfert de technologie et de savoir-faire sur son continent. Un peu ce qui s'est passé avec les Européens lorsqu'ils ont dû s'implanter en Chine, puisque Oui. vous savez que l'industrie automobile et l'industrie aéronautique, je pense notamment à Airbus, ont dû quelque part, pour pénétrer le marché chinois, faire des transferts de technologie. Oui, c'est le cas, en effet. Monsieur Kateb, je reviens vers vous pour parler un peu de la région du Golfe de Guinée, appelée aussi le précaré français des années ELF. Emmanuel Macron, comme on vient de l'entendre, a reproché aux entreprises françaises justement de toujours raisonner selon la doctrine des années ELF. Est-ce selon vous de l'autoflagellation ou un simple mea culpa, ou est-ce une vraie remise en question? C'est un constat, mais en fait, c'est une manière aussi de se dédouaner, puisque ces entreprises, effectivement, ont bénéficié pendant des décennies de conditions très favorables. J'ai parlé de l'absence de concurrence quasiment, mais il y a aussi le régime monétaire avec le franc Oui, CFA, on va en parler qui est une justement. monnaie notoirement surévaluée, qui ne correspond pas aux besoins de ces pays et de ces peuples en termes de développement. Par contre, elle correspond bien aux besoins des multinationales qui exploitent les ressources locales et qui finalement peuvent transférer ensuite leurs dividendes en France en bénéficiant de cette stabilité et de la garantie de la Banque de France. Et tant que en fait ce régime monétaire restera en place, hein, alors aujourd'hui il y a une évolution, on parle plus de franc CFA, mais dans la pratique c'est exactement le même système. Oui, Et donc tant qu'il n'y a pas une souveraineté monétaire véritable au niveau des pays de l'UMOA, que c'est de cela qu'on parle, il ne pourra pas y avoir vraiment d'accélération de développement ou de changement de régime de croissance. L'autre grand, comment on dit, éléphant dans la pièce, c'est le Nigeria, bien entendu. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de la part de la France, du Quai d'Orsay, des différentes officines, sur l'influence croissante du Nigeria dans la sous-région, puisque le Nigeria est la puissance économique et démographique de cette sous-région. oui. Et la visite au Cameroun n'est pas une coïncidence. Elle vient justement s'inscrire dans un pays qui est de plus en plus soumis à l'influence du Nigeria, au point qu'une partie du Cameroun aujourd'hui veut faire sécession, la partie anglophone, et pourquoi pas se rattacher au Nigeria à l'avenir. Et donc, on voit bien que tout ça mine l'influence de la France et de tout le système qui a été mis en place au sortir de la colonisation.
Et malheureusement, pour Emmanuel Macron et pour toutes les entreprises qui incarnent la France-Afrique, c'est quelque chose qui va aller en s'intensifiant et en s'accentuant à l'avenir, sauf s'il y a une véritable volonté d'infléchir cela. Et cette volonté doit venir au niveau européen, mais j'ai l'impression, et j'ai rédigé des études en ce sens pour différents think tanks, notamment européens, cette volonté, aujourd'hui, au-delà des déclarations, elle n'est pas là. L'Europe ne veut pas mettre les ressources nécessaires pour industrialiser l'Afrique, pour arrimer l'Afrique à l'Europe. C'était un petit peu le projet pour essayer de reconstituer une communauté, disons, de destin post-colonial. Oui. Mais tout ça passe par des investissements qui aujourd'hui n'existent pas. Des investissements dans l'industrie, des investissements dans le numérique, hein, comme donc votre invité Oui. en a parlé aussi. Et tout cela n'existe pas. À contrario, j'ai envie de dire que les Turcs, les Chinois veulent consentir justement à faire ces investissements. Oui, parce qu'ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas cette espèce de condescendance et d'arrogance qui vient d'un passé colonial finalement toujours pas assumé jusqu'à aujourd'hui et qu'on retrouve dans l'inconscient, dans le subconscient des élites françaises, jusqu'au président Macron lui-même, hein, bien qu'il s'en défende. Cette approche un petit peu condescendante, aujourd'hui, elle ne correspond plus aux attentes des Africains. Les entreprises turques, les entreprises émiraties, même les entreprises israéliennes, qui sont très présentes en Afrique subsaharienne, l'ont bien compris. Et toutes ces entreprises viennent avec une offre qui est très différente de ce que la France-Afrique pouvait proposer jusque-là. Très bien, Monsieur Kateb. Alors, vous me tendez une perche pour ouvrir une parenthèse pour préciser que le Niger et l'Algérie ont signé aujourd'hui à Alger un accord permettant le début des travaux du fameux gazoduc transsaharien. Je referme cette parenthèse et je reviens vers vous, Monsieur Sini. Alors, Monsieur Kateb a justement parlé, à juste titre, malheureusement, de cette condescendance. Mais l'on a envie de penser qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il a été investi à la tête du pays, tente tant bien que mal de changer son fusil d'épaule, de choisir des éléments de langage plus ou moins, on va dire, qui sont plus ou moins moins dans la condescendance. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron ait été piégé par les bilans catastrophiques de ses deux prédécesseurs en Afrique, du point de vue local bien sûr, et que justement leur bilan rejaillit sur la viabilité du modèle économique français sur ce continent, un modèle, Monsieur Kateb vient de le préciser, somme toute basé sur l'exploitation pure et simple des ressources et des richesses locales, sans contrepartie palpable en termes de développement économique chez les pays partenaires. Oui, vous avez bien résumé la situation, mais j'allais vous dire, on peut trouver cela étrange et voire même quand même absurde qu'il a fallu un deuxième mandat au président Macron pour s'apercevoir qu'aujourd'hui les relations entre la France et l'Afrique doivent être redessinées complètement. Mais vous savez, on n'efface pas. Alors vous savez ce qu'on dit, le premier mandat il faut se faire élire, le deuxième on gouverne. Exactement, oui, mais j'allais vous dire, on ne peut pas effacer d'un trait des dizaines et des dizaines d'années de colonialisme, justement de relents paternalistes, parce que c'est de cette manière que conçoivent l'élite politique française la relation avec l'Afrique. Et effectivement, il y a un changement de mindset, un changement culturel profond, j'allais presque dire de logiciel, pour employer un terme numérique, dans l'esprit de cette élite économique, politique, qui doit reconsidérer ses relations avec l'Afrique. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est piégé, mais il n'a plus le choix. Aujourd'hui, il sait que l'Afrique est en train de se concevoir comme un bloc, comme une nation commune, avec un consensus. Autrefois, on pouvait assister à des divergences de points de vue entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Ces divergences de points de vue sont en train de s'estomper parce qu'effectivement, le continent africain s'est aperçu qu'il avait des ressources et qu'il ne voulait plus être
en marge des enjeux internationaux et des enjeux de progrès mondiaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique, j'aime bien l'expression de M. Kateb quand il dit que l'Afrique doit s'arrimer, non pas à l'Europe, mais j'allais dire au monde et à la mondialisation. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un conflit qui éclate, à chaque fois qu'il y a des événements internationaux, qui soient des enjeux climatiques, sociétaux ou de crise économique, l'Afrique n'est jamais impliquée en tant que pourvoyeur de solutions. Comme je le disais dans mon propos, ce sont simplement des spectateurs. Alors, elle n'est pas impliquée par qui, Monsieur Sini? Elle n'est pas impliquée par le concert des nations, que sont le G7, que sont les BRICS. Par contre, quand il s'agit d'aller quémander des voix au Conseil de sécurité, là, vous voyez, les grandes nations allaient venir négocier, parfois même faire pression sur certains pays africains pour faire passer telle ou telle résolution. Aujourd'hui, il faut que, et là, il en va de la responsabilité des dirigeants africains, il faut dire que l'Afrique en tant que continent est un partenaire à part entière à qui on doit respect, à qui on doit considération, au même titre lorsqu'un chef d'État se déplace au Brésil, en Allemagne ou en Espagne. Vous voyez que les considérations sont d'un certain niveau. Et c'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, le modèle doit être revu, au même titre que l'état d'esprit surtout. Donc pour moi, il y a Très bien, Monsieur Sini. Il semblerait qu'on ait un peu de mal à vous entendre. J'en profite pour passer à Monsieur Kateb. Monsieur Kateb, j'aimerais vous retourner la même question. Ce rapport de force entre le bilan des deux prédécesseurs, bilan politique, économique, a priori catastrophique des deux prédécesseurs, j'entends par là Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont passés par l'Élysée avant Emmanuel Macron, et c'est la manière dont ce bilan rejaillit sur la viabilité du modèle économique français en Afrique. Bon, vous savez, effectivement, ce bilan, il n'y a aucun doute sur son caractère catastrophique, mais c'est surtout au niveau de la haute administration française. On sait très bien qu'en France, c'est l'administration qui gouverne. Les politiques sont là uniquement pour incarner le pouvoir, mais c'est au niveau de cette technostructure qu'il y a eu des défaillances, qu'il y a eu un manque d'anticipation, un manque de réalisation de tous les changements qui ont eu lieu dans le monde depuis 20 ou 30 ans et de l'émergence d'une offre alternative à ces anciennes puissances coloniales comme la France. Et donc tout ce logiciel, comme l'a dit Monsieur Sini, j'aime bien ce terme aussi, n'a pas évolué. Plutôt la faute au jacobinisme de l'État français Oui, et à la technostructure qui, en fait, combiné à ce jacobinisme, fait qu'il y a une espèce de pensée monolithique, ce qu'on appelle la fameuse pensée unique, qui est une absence de pensée et une absence de capacité d'anticipation et d'association aussi de tous les acteurs dynamiques dans la société française, les entreprises notamment, également les diasporas, qui ont des liens avec ces différents pays et qui auraient pu servir de pont. Alors, le président Macron a essayé de valoriser ces diasporas, entre guillemets, mais tout ça, finalement, est retourné dans les travers de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'on a créé 2-3 comités qui étaient rattachés directement au président et les personnes qui étaient choisies dans ces comités, finalement, étaient là pour faire de la représentation plus qu'autre chose. Le vrai pouvoir, il n'est pas là. Le vrai pouvoir, il est toujours au Quai d'Orsay. Il est dans les entreprises du CAC 40 qui, elles, ont des logiques économiques, donc qui sont aussi détachées de l'État d'une certaine manière, et aussi de l'absence véritable de volonté politique au niveau français et au niveau européen de s'attaquer à ces problèmes. Très bien. Monsieur Sini, revenons un peu aux entreprises françaises installées en Afrique. Pensez-vous qu'elles doivent craindre pour leur part de marché? Je rappelle par exemple qu'au Cameroun, le business français est passé de 40% à 10% en 30 ans. Est-ce que vous comprenez la baisse des IDE français en Afrique durant les 15 dernières années? Oui, c'est une alerte
qui doit interpeller le gouvernement français, parce que ça veut dire qu'en fait, les produits français sont de très bonne facture. Les entreprises françaises ont un savoir-faire qui est reconnu de manière internationale et mondiale. Mais aujourd'hui, elles font face à des concurrents de plus en plus agressifs. Donc, on a parlé de la concurrence asiatique, nous avons parlé de la concurrence russe, turque, des Émiratis aussi, et aussi une concurrence intra-africaine. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, des pays comme l'Algérie peuvent se positionner sur le marché. Notamment avec la naissance de la ZLECAf. Exactement, parfaitement. L'Égypte aussi, l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les Français ne sont plus en terrain conquis. Elles ne peuvent plus se prévaloir de conquérir des parts de marché et d'avoir des situations presque monopolistiques. Elles doivent composer avec donc une concurrence, comme je l'ai dit, d'autres pays, mais aussi elles doivent également prendre en considération les spécificités locales. C'est-à-dire qu'on n'investit pas de la même manière au Kenya qu'au Maroc ou en Tunisie ou encore au Sénégal. Et cette vision, j'allais dire, globalisée, sans discernement vraiment des spécificités locales, cause du tort malheureusement aux entreprises françaises qui sont, elles, parfois adossées aux décisions politiques. Donc c'est pour ça que je rejoins un peu l'esprit de l'intervention de M. Kateb qui disait il faudrait qu'on arrive à dissocier quelque part la politique de l'économie et je pense qu'à partir de là, les entreprises pourront retrouver les faveurs des consommateurs africains. Très bien. Monsieur Kateb, juste avant la tenue du dernier sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Bruxelles, Emmanuel Macron avait appelé, je cite, à refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique. Est-ce que cela signifie que la France est prête à consentir quelques sacrifices dans la relation qui la lie à ce continent, comme l'abandon du franc CFA par exemple? Alors, il y a eu des avancées sur cette histoire du franc CFA qui va changer de nom, etc. Même si le principe reste le même, c'est-à-dire que la monnaie de ces pays reste arrimée à l'euro. Et donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre aujourd'hui. L'une des raisons aussi, c'est que ces pays eux-mêmes ne s'entendent pas entre eux. Rappelons que ces pays ne sont pas dotés de banques centrales à proprement parler. Il y a une banque centrale, il y a une banque centrale, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Oui. Mais en fait, c'est un petit peu comme la Banque centrale européenne, c'est-à-dire qu'il y a des rivalités entre différents pays membres et pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur une politique monétaire alternative à celle qui est en place aujourd'hui. Et donc, tant qu'il n'y aura pas ce consensus qui va émerger de la région elle-même, il ne pourra pas y avoir d'évolution. Et j'aimerais en profiter pour dire que finalement, c'est aux Africains de s'organiser et de devenir une véritable puissance économique. Pour cela, j'aimerais évoquer ici ce qu'avait fait feu le président Bouteflika, qui à l'époque, quand il est arrivé au pouvoir en l'an 2000, avait lancé le NEPAD. C'était une très belle initiative puisque pour la première fois, c'était une manière finalement de consolider les liens entre les puissances du continent africain et de mettre en place une dynamique entre l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et d'autres pays qui auraient pu se rejoindre cette dynamique. Tant qu'il n'y a pas cette dynamique avec des locomotives en Afrique qui portent le continent, il n'y aura pas un développement au même sens que celui qu'on a vu en Chine, par exemple, ou en Inde aujourd'hui, puisqu'il faut de la coordination, il faut une certaine planification des ressources, et cette planification des ressources ne pourra avoir le jour que si il y a ce type d'institutions qui voient le jour et qui ne dépendent pas de financement non africain, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Union africaine, qui est malheureusement encore obligée de tendre la main pour boucler son budget de fonctionnement. Oui. Et ça, ce n'est pas une situation acceptable. Très bien. Merci à nos experts de nous avoir éclairés, de nous avoir accompagnés pour ce numéro d'édition spéciale. C'est la fin justement de l'édition spéciale. Merci à vous de nous avoir prêté attention. À suivre le journal télévisé en langue française présenté par Fatma Mhenni. Excellente soirée sur Al 24 News.